En 2020, j'ai regardé le film Tenet, réalisé par Christopher Nolan. Et au-delà du fait que j'ai eu mal au crâne, le choix de certains mots m'a intrigué. Le nom du méchant russe, Andrei Sator, celui du faussaire, Arepo, c'est un drôle de nom. Le titre du film, Tenet, la première scène qui se déroule dans un opéra, et l'entreprise qui gère le stockage dans l'aéroport s'appelle Rotas. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Mais attends, je connais ce truc. C'est le carré magique de Sator, une très vieille inscription dont on ne connaît pas le sens profond. Mais qu'est-ce que ça fait dans ce film ? Salut les petits clous, vous l'avez compris, on va parler du film Tenet de Christopher Nolan et de son lien avec le carré magique de Sator, parce que au-delà du titre du film, il y a des éléments très subtils qui font référence. Je parle de ce symbole et de plein d'autres dans mon livre Mystère, Symboles et Pop Culture, disponible en précommande jusqu'au 20 février. Plus les préventes sont bonnes, meilleur sera le placement en magasin. Alors si vous voulez vous l'offrir, faites-le avec le lien en description. Merci. Pour comprendre pourquoi le carré de Sator est si extraordinaire, il faut remonter un petit peu dans le temps. Bien que ce concept va se développer massivement en Europe, il est connu depuis environ 650 ans avant Jésus-Christ par les mathématiciens chinois. J'ai l'impression que c'est récurrent ce truc-là. Tu sais, il y a quelque chose qui se développe en Europe, nous on est tout contents, mais ah non, en fait ça fait 500 piges que les Chinois ils connaissent ça. Pardon. Il s'agit d'un carré découpé en plusieurs lignes et colonnes dont chaque case est occupée par un chiffre. Non, ce n'est pas un sudoku, pose ce stylo immédiatement. La particularité de cette grille, c'est que l'on peut additionner les termes dans tous les sens, le résultat sera toujours le même. 2 plus 7 plus 6, 15, 9 plus 15 plus 1, 15, 4 plus 3 plus 8, 15. Pareil verticalement, 2 plus 9 plus 4, 15, 7 plus 5 plus 3, 15, 6 plus 1 plus 8, 15. Et ça marche aussi en diagonale. 2 plus 5 plus 8, 15, 6 plus 5 plus 4, 15. Voilà basiquement ce qu'on appelle un carré magique. On peut évidemment faire monter la difficulté en augmentant le nombre de lignes et de colonnes, et ce petit jeu mathématique ne va pas rester cantonné à la Chine. Il va se diffuser sur une grande partie du territoire asiatique et il faudra attendre le 7e siècle pour que des mathématiciens indiens et arabes partagent cette connaissance. Au début, il sera considéré comme purement mathématique, mais petit à petit, on lui confère des propriétés magiques. C'est le cas par exemple avec les écrits de Ahmad ibn Ali al-Buni au début du XIIIe siècle. Plus tard, c'est Cornelius Agrippa qui va développer une théorie qui mélange carré magique et astrologie dans son livre De Occulta Philosophia, édité en 1531. À mesure que ce concept se diffuse, il y a une nouvelle version qui fait son apparition avec des mots à la place des chiffres. Enfin des mots, on s'entend, hein. Il ne s'agit pas de placer orchidoclaste, mais plutôt des petits mots très simples. Par exemple, sur un carré d'ordre 3, on peut placer les étés secs. Alors vous l'aurez remarqué, il y a une faute. Et si vous ne l'avez pas remarqué, il va falloir qu'on reprenne quelques bases ensemble. Mais l'objectif premier est de lire les mots dans tous les sens et pas de former une phrase juste ou cohérente. Sur un carré d'ordre 5, on peut par exemple faire culte, uni, lion, tenta, essai. Alors je vous le laisse quelques secondes à l'écran si vous voulez vérifier, mais on lit les mots horizontalement et verticalement. Par contre, ça ne marche pas en diagonale. Alors pour l'anecdote, le plus grand carré en français fait 11 par 11, mais il utilise des mots qui ont complètement disparu du langage courant. Maintenant qu'on a posé les bases, on va s'intéresser au GOAT des carrés magiques. Alors, le carré de Sator est d'ordre 5. On y trouve les mots latins Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Ce qui le rend extraordinaire, c'est qu'il est palindromique et qu'il peut être lu en boustrophédon. Haha, démerdez-vous avec ça. Palindromique, ça veut dire que les mots peuvent être lus dans les deux sens, et boustrophédon, ça vient du grec ancien. Bous veut dire bœuf et strophé désigne l'action de tourner. C'est un mot qui fait allusion au trajet du bœuf lors du labour des champs et signifie qu'on peut lire la phrase en alternant le sens de lecture à chaque ligne. Bon, j'avoue que palindromique en boustrophédon, ça peut faire un peu chauffer le cerveau, alors on va regarder ça avec un petit schéma.
Si on commence en haut à gauche et qu'on change le sens de lecture à chaque ligne, on obtient Sator opera tenet arepo rotas. C'est ça l'aspect boustrophédon, c'est-à-dire qu'on change de sens à chaque ligne, de gauche à droite et ensuite de droite à gauche. Maintenant, l'aspect palindromique, c'est facile. Si on commence en bas à droite et qu'on remonte, on lit la même chose, Sator opera tenet arepo rotas. On peut donc le lire en boustrophédon de manière palindromique, et ce qui est extrêmement rare. Si je reprends le même exemple qu'on avait pris juste avant, on peut lire culte, uni, lion, tenta, essai, mais si je le tente en boustrophédon, ça donne etluk, uni, snoil, tenta et yas. Bref, ça n'a aucun sens, vous avez compris l'idée. Et maintenant, on va tenter de comprendre ce que veut dire cette phrase, et là, on arrive face à un gros problème. Ça fait des siècles qu'il y a des débats passionnés sur la signification du carré de Sator. Et aujourd'hui encore, on n'a aucune certitude. Et ce qui est problématique, c'est que les gens qui tentent de lui donner un sens particulier tordent un petit peu les mots pour leur faire dire ce qui les arrange. Alors, je vais déjà vous présenter la version, disons, la moins trafiquée, c'est-à-dire ce qui se rapproche le plus du sens littéral de la phrase, et ensuite on ira explorer l'histoire du carré ainsi que toutes les théories. Vous allez voir, c'est passionnant. On commence avec Sator. Il s'agit du nominatif de serere, qui signifie semeur et qui par extension peut aussi signifier planteur, fondateur ou encore créateur. Arepo, c'est un mot qui n'existe pas. Voilà, c'est potentiellement un terme qui est utilisé parce qu'il est le miroir d'opéra et que ça complète le carré, mais c'est aussi très envisageable qu'il s'agisse d'un prénom. Tenet, c'est la forme conjuguée du verbe tenere qui signifie tenir. On peut le traduire par il ou elle tient, garde, possède, maîtrise, préserve ou encore soutient. Opéra, c'est un nom singulier qui veut dire service, douleur, travail, soin, effort ou encore attention. Rotas, c'est le pluriel de rota qui signifie roue. Donc la phrase Sator arepo tenet opera rotas peut se traduire de façon très directe en le semeur arepo tient les roues avec soin. Ou alors arepo le semeur guide la roue avec habileté. Alors comme ça paraît pas foufou comme interprétation, mais vous allez voir qu'en explorant son histoire, ce carré cache énormément de choses. Il faut savoir que jusque dans les années 30, il y avait une sorte de consensus qui considérait que le carré de Sator était d'origine chrétienne. Le plus vieil exemplaire connu se trouvait sur un papyrus copte daté aux alentours du 4e ou du 5e siècle. On l'a également retrouvé sur une amulette en bronze en Asie mineure, aux côtés du terme ictus. C'est un acronyme composé des initiales de Jésus-Christ en grec, Jesus Christos Theos Huios Soter, qui signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. En plus de ça, il y a d'autres éléments qui font pencher la balance. Dans une illustration tirée d'une Bible byzantine, les trois rois mages se nomment Athos, Sator et Peratoras. On trouve quelque chose de similaire en Cappadoce, dans l'actuelle Turquie, où les bergers de la nativité s'appellent Sator, Arépon et Ténéton. Avec tous ces éléments en poche, des chercheurs de différents horizons ont conclu que c'est un symbole chrétien. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle veut dire la phrase ? C'est ainsi qu'apparaît l'utilisation de l'anagramme. On prend les 25 lettres qui composent le carré et on les mélange pour former autre chose. Et cette autre chose, c'est le Pater Noster, écrit 2 fois et disposé en croix. Pater Noster, c'est la prière Notre Père. Je dis ça pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une église le dimanche matin. Vous avez remarqué qu'il reste 2 A et 2 O. Eh ben, c'est pas un problème. Hop, on les met comme ça et ça symbolise l'alpha et l'oméga. Voilà, alors ça, c'était considéré comme la solution la plus raisonnable jusqu'au début des années 1930. Alors oui, c'est pas très solide, mais bon... En fait, l'hypothèse, c'est que les chrétiens qui étaient persécutés ont inventé ce carré de Sator comme un symbole crypté. Ils le dessinaient probablement sur les endroits où ils se réunissaient et ça n'éveillait pas les soupçons, car seuls les chrétiens étaient au courant de ce qu'il signifiait réellement.
Alors encore une fois, ça ne repose pas sur grand chose, mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Il faudra attendre 1936 et l'archéologue italien Matteo della Corte, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça avec mes mains, qui va découvrir 2 carrés de Sator à Pompéi, un sur un morceau de colonne de l'amphithéâtre et l'autre dans la maison d'un certain Publius Pacius Proculus. Le premier est daté de l'an 62 et le deuxième entre 50 et 79. Cette découverte vient défoncer la théorie dont on parlait juste avant, et ce pour 4 raisons. Le concept d'alpha et d'oméga n'existait pas à ce moment-là chez les chrétiens. Bim. Pareil pour la croix, son utilisation est bien plus tardive. Rebim. La même chose pour les inscriptions cryptées, elles font leur apparition pendant les persécutions du IIe siècle. Rebim. Dernier point, il est peu probable qu'il y avait des chrétiens à Pompéi à cette période de l'histoire. Et rebim derrière. Alors, le carré de Sator n'est pas chrétien, ok ? En revanche, il est certain qu'ils se le sont appropriés, puisqu'on le retrouve occasionnellement dans des édifices religieux. Et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, parce qu'il suscite une grande fascination au Moyen-Âge et devient même un objet médicinal. Oui, tout à fait. Et pour l'utiliser, vous vous demandez probablement comment on fait. Eh bien, il faut graver le carré de Sator sur un aliment et ensuite le consommer. Dans des manuels médicaux latins du XIIe siècle appelés Trotula, on peut lire qu'il est recommandé pendant l'accouchement. Une expérience est même rapportée par un certain Jean Duchoul en 1555 dans un petit livre intitulé De Varia Quercus Historia. Il explique qu'un homme a été sauvé de la folie après avoir mangé 3 croûtes de pain sur lesquelles était gravé le carré. En 1557, dans De Rerum Varietate, il est dit qu'il peut guérir la fièvre. Plus ou moins à la même période, on trouve un manuscrit issu de la bibliothèque de l'université d'Oxford. On parle pas du PMU en bas de la rue, Et il y est écrit « Écris ces mots sur du parchemin avec le sang d'un Columbidae et porte-le dans ta main gauche et demande ce que tu veux et tu l'auras. » Alors peut-être que ces croyances vous paraissent un petit peu absurdes, laissez-moi vous dire que ce n'est pas fini. Toujours durant le Moyen-Âge, dans l'Allemagne actuelle, il existe une méthode révolutionnaire pour lutter contre les incendies. Accrochez-vous les petits copains, il y a de la révolution dans l'air. Il faut graver le carré de Sator sur des disques en bois, comme celui que vous voyez, et les jeter dans le feu pour l'éteindre. Alors, je ne suis pas pompier, par contre mon cousin l'est, donc on va lui poser la question. Non, c'est une idée de merde ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et attention, c'est pas une petite superstition locale. On a déjà retrouvé un édit du duc Ernest Auguste de Saxe-Weimar-Eisenach, daté de 1743, qui impose à toutes les colonies de fabriquer des disques de ce type pour lutter contre les incendies. Bon, visiblement, la méthode était validée au point d'être la norme dans les colonies de l'époque. Bon, au-delà de sa fonction, on n'a toujours pas répondu à une question. Il faut savoir que le nombre de publications sur cet artefact est considérable et il n'est pas possible de savoir ce qu'il veut dire réellement. En tout cas, pour l'instant, il ne s'agit que d'interprétation. Et oui, mais tant qu'on n'a pas retrouvé un document sur lequel il est écrit « Bonjour, virgule, je suis Jean-Michel Sator, l'inventeur du carré de Sator et voilà ce qu'il veut dire », on peut que faire des suppositions. À l'inverse de l'hypothèse chrétienne, l'historien allemand Gustav Fritsch s'est amusé en 1883 à faire une anagramme et il a trouvé des invocations à Satan. On peut en effet former la phrase « Satan ter auto te reparato opes » qui peut se traduire par « Satan, je prie pour que tu sois rétabli ». Et ça fait peur ça. L'archéologue jésuite français Guillaume de Gerfagnon y voit plutôt des formules utilisées pendant les rituels d'exorcisme, car on peut reformuler les lettres et trouver la phrase « Oro te pater sanas », que l'on pourrait interpréter par « Priez le Père Saint ». En 2003, l'historienne américaine Rosemary Sheldon propose l'anagramme incomplète « Apator Nero Est ». Alors c'est très difficile à traduire, mais on pourrait l'interpréter comme Néron est né d'une naissance virginale. Ce qui signifie que l'empereur Néron, qui a persécuté les chrétiens au 1er siècle,
serait né d'une mère vierge, à l'image de Jésus et de sa mère Marie. Ça pourrait donc être une petite phrase cryptée pour comparer l'empereur Néron avec l'idole de ceux qu'il martyrise. Ce serait une façon de le ridiculiser. Il y a aussi une origine juive potentielle et cette hypothèse est soutenue par d'imminents universitaires. Le carré aurait pu être créé pendant les persécutions des Juifs entre l'an 19 et 49 et pourrait signifier s'attendre à l'impossible. Et il est ensuite repris par les chrétiens lorsque Néron ordonne leur massacre après le grand incendie de Rome en 64. Il existe encore des palettes et des palettes de théories. Il viendrait de la religion étrusque et signifierait « le créateur préserve ses œuvres ». Il serait relié au dieu grec Orphée. Il aurait été utilisé dans le culte de Mithra, ce serait une formule araméenne pour se défendre contre le diable, et il a même été avancé par Paul-Louis Couchoux que ce serait un dispositif pour déterminer les directions du vent. Bref, c'est la foire à la saucisse et aucun consensus n'existe réellement, même si le monde scientifique s'oriente de plus en plus vers le fait que ce serait un simple mot croisé, un jeu d'esprit de la noblesse romaine. On trouve énormément de palindromes à la même époque, comme par exemple Roma olim Milo amor, qui est un acrostiche bidirectionnel. On peut lire la phrase dans les deux sens, et si on prend la première lettre de chaque mot, R-O-M-A, ça forme le premier mot de la phrase. Mais ce n'est pas tout, et oui, c'est bidirectionnel. Donc si on prend les premières lettres de chaque mot mais en partant de la droite, ça donne A-M-O-R. Amor, le dernier mot de la phrase. Le carré de Sator a déjà été retrouvé aux côtés d'autres palindromes, ce qui laisse penser certains chercheurs qu'il s'agit d'un passe-temps de la noblesse romaine, et j'adore cette idée pour une raison. Imaginez qu'un jour, on va dire que c'était un dimanche, il y a des jeunes romains issus de la noblesse qui se font chier. Oui, mais on n'avait pas encore inventé le smartphone, donc du coup, les jeunes à cette époque, ils se faisaient chier. Et ils font un carré magique histoire de se divertir 5 minutes. Tac. Michel, t'as vu mon carré magique? Il est très joli. Merci Michel, bonne soirée à toi. Et 2000 ans plus tard, il y a des scientifiques qui font des recherches. Il y a des mecs comme moi qui lisent ces recherches, qui en font des vidéos, et il y a des gens comme vous qui les regardent sur YouTube pour essayer de comprendre ce que c'est que ce carré de Sator. Alors que ça se trouve, c'était juste... voilà, le mec, c'était dimanche, il se faisait chier avec Michel, il a pris 5 minutes, il a fait un carré, il dit tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans qui pourrait faire un petit palindrome, bim bim bim, Sator a repo mon cul sur la commode. Moi, ce truc-là me fascine. Bon alors, trêve de rigolade, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ce bazar? Personnellement, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que chaque hypothèse est relativement crédible et a potentiellement des éléments qui vont dans son sens. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui vient décrédibiliser l'ensemble. L'aspect chrétien a été balayé par des découvertes récentes. L'origine juive, elle pourrait plus ou moins fonctionner, mais à ce moment-là, on pourrait se demander pourquoi ils ont abandonné ce symbole. Et même l'idée d'un jeu de mots récréatif de la noblesse romaine soulève beaucoup trop de questions. Pourquoi les chrétiens se le sont appropriés au point de l'inclure dans des édifices religieux? Pourquoi des formules magiques ont été créées avec et pourquoi on a tenté d'éteindre des incendies avec ce carré? Pourquoi ce carré en particulier? Il en existe beaucoup d'autres des carrés magiques. Et celui-là n'a visiblement pas vraiment de sens, et il y a même un mot dedans qui a été inventé pour le compléter. Alors pourquoi est-ce qu'il a évolué en objet magique si à l'origine c'était juste un simple mot croisé? Tout un tas de questions qui n'ont actuellement pas de réponse. Il faudra attendre le jour où on découvrira la petite note de Jean-Michel Sator qui nous explique ce que c'est. Bon, maintenant que vous connaissez le concept de carré magique et que je vous ai raconté l'histoire de celui de Sator, on va regarder comment il est lié au film de Christopher Nolan. Pour rappel et pour ceux qui ne l'ont pas vu, Tenet est un film dans lequel un méchant possède une machine qui permet d'inverser le temps. Pas de remonter le temps, de l'inverser. Quand le protagoniste, dont on ne connaît pas le nom, utilise un revolver, il ne tire pas la balle, il la reçoit. Des débris arrivent dans le présent et laissent penser qu'une menace plane sur l'humanité, mais dans le futur.
On suit donc le protagoniste qui tente de voir clair dans ce bazar et qui doit affronter les méchants qui vont dans l'autre sens. Je pense que vous avez fait le lien au-delà du nom du film et des mots qui composent le carré. Tenet est un film dont le temps va dans un sens et dans l'autre, comme les 5 mots qui composent le carré. Alors il y a aussi quelques clins d'œil, comme par exemple au début, lorsque le protagoniste se fait torturer, on voit 2 trains qui vont dans le sens opposé. Et d'ailleurs, la musique de cette séquence peut être écoutée à l'endroit et à l'envers. Mais bien évidemment, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous la faire écouter. L'élément le plus subtil est tout à la fin. On suit 2 factions de militaires qui doivent mener une mission de 10 minutes simultanément, mais dans le sens temporel inversé. Et le petit clin d'œil, c'est que 10 en anglais c'est 10, et comme il y a une deuxième équipe qui va dans l'autre sens, ça fait net. Tenet. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de trucs et que le cerveau n'a pas trop chauffé. Si vous voulez en savoir plus sur les symboles dans la pop culture, mon livre est disponible en précommande avec le lien dans la description. Ciao.